On va commencer, veuillez prendre place. Et on va commencer par la start-up qui n'est plus une start-up d'ailleurs, Azure Drone, avec Stéphane Morelli, le directeur général d'Azure Drone, qui va vous présenter Azure Drone en 3 minutes chrono. Alors je tiens tout d'abord à présenter toutes mes excuses à ceux qui pensaient voir quelqu'un qui a 22 ans et demi présenter sa start-up. Ça n'est pas le cas. Et en plus, j'ai un lourd passé de militaire à me reprocher avant d'avoir créé Azure Drone en 2012. Et donc, plus sérieusement, l'idée, c'était, après avoir été intoxiqué, piqué au vif par les drones militaires en tant que chef de corps du 61e RA, c'était d'essayer de reproduire un modèle, cette fois-ci civil, à l'époque où on voyait émerger ce marché avec encore beaucoup de fantasmes, d'imagination, mais une réglementation qui s'est installée donc dès l'année 2012. En clair, nous avons vécu pendant à peu près 4 ans à essuyer les plâtres du marché des drones civils en tant qu'opérateur, à travailler plutôt pour le BTP, un peu d'agriculture, on a survolé les vignes de Champagne pour les cartographier, mais l'aventure s'est un petit peu précipitée lorsque en 2016 on a levé des fonds, et là l'idée c'était d'adresser le marché du drone civil sur un secteur en particulier, celui de la sécurité, et aussi d'aller plus loin dans la chaîne de valeur du drone, globalement très simple, le constructeur, l'opérateur, celui qui traite les données. Eh bien aujourd'hui, Azure Drone, on fait tout ça, on fait aussi de la formation, et donc après avoir levé 11 millions d'euros en un peu plus de 18 mois, on s'est retrouvé à adresser des solutions du marché de la sécurité et un peu de la défense, d'ailleurs, à partir de technologies civiles et une réglementation civile qui, en France, est plutôt permissive et bien conçue pour opérer et faire évoluer les opérations. Aujourd'hui, on a conçu une gamme qu'on appelle Drone Guard, qui adresse 3 types de produits pour la surveillance de frontières, la surveillance maritime avec une voilure fixe, pour la surveillance de grands événements, un système de drone filaire, qui a volé tout à l'heure d'ailleurs sur le toit de la Grande Arche pour ceux qui auraient pu le voir, et qui permet d'augmenter l'autonomie naturelle des drones avec leur batterie qui aujourd'hui reste un peu le point faible. Et le petit dernier de l'équipe, et je crois que j'atteindrai à ce moment-là les 3 minutes, c'est notre drone Skytech, qui est celui que nous avons racheté. Nous avons racheté la société du même nom qui est à Mérignac maintenant, qui a une grande autonomie dans son déplacement, qui fait que finalement, nous allons nous passer du télépilote, qui était une espèce qui venait à peine de naître dans les années 2012 avec la nouvelle réglementation. Et bien avec Skytech, nous allons sécuriser les sites sensibles. Donc ça commence la semaine prochaine sur un site du Sud-Ouest, avec une solution 100% autonome qui vise à remplacer l'agent de sécurité qui en général a toutes les peines du monde à se lever à 3 h du matin pour faire sa ronde, lorsqu'en plus il pleut. Et donc le drone, lui, fait ça plutôt bien. Donc nous avons un tout petit stand à côté chez Azure Drone. On vous accueillera avec grand plaisir et merci à vous. Merci Monsieur Morelli. Oh, j'espère que vous restez là. D'accord. Non, mais dans la salle, évidemment. Merci d'assister à cette dernière table ronde de la journée. À quelques heures, même pas, à quelques minutes du match France-Pérou, 17 h. Merci à tous qui sont là. Donc, la table ronde, c'est défense. La France a-t-elle un retard technologique? Vous comprendrez que c'est un titre provocateur pour provoquer les intervenants de cette table ronde. Et pour les intervenants de cette table ronde, nous avons la chance d'avoir le général Charles Baudouin, sous-chef d'état-major plan et programme à l'état-major de l'armée de terre, Jean-François Ripoche, directeur du service des recherches et technologies de défense de la DGA, Thierry Michel, directeur technique général de l'ONERA, et enfin Stéphane Cordova, directeur du département technologie embarquée de la start-up. On peut dire ça? Start-up Calré? On peut plus.
D'accord. Donc voilà, donc une très très belle table ronde. Et je vais commencer par le général Baudouin. Pardonnez-moi cette question un peu brutale. La France a-t-elle un retard technologique sur les grandes nations de défense? À question brutale, réponse brutale. Donc si on s'en tient au terme de la question, bien évidemment non. Comment admettre qu'une nation qui a un porte-avions nucléaire, des Rafales, des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins et d'attaque, qui a bientôt le système Scorpion, soit en retard en technologie. Donc, je dirais macroscopiquement, c'est évident que c'est non. On est certainement une des toutes premières armées européennes, on ne dit pas la première pour être modeste, une des toutes premières armées européennes, et on tient notre rang certainement, mais Jean-François Ripoche le dira mieux que moi, au niveau technologie dans le monde. Même si on n'est pas en compétition avec les Américains, encore qu'on peut tailler quelques croupières sur certains sujets, ni avec demain les Chinois, et voire même les Russes. Maintenant, ceci étant dit, on peut poser le micro et s'en aller, ou essayer d'aller un peu plus loin. Oh, j'espère bien, général. En étant un peu, à mon sens, un peu impertinent, je dirais que le fait de tenir un modèle d'armée complet depuis des années et des années, compte tenu de ce que certaines LPM, pas forcément la dernière, mais la dernière n'était pas une LPM de livraison pour l'armée de terre. Donc les dernières LPM n'ont pas produit de capacité majeure pour l'armée de terre. Grosso modo, l'armée de terre sort en 2018 à peu près en termes de capacité sur le terrain, comme il est rentré en 2014. Donc le modèle d'armée équilibré, qui n'a abandonné aucune capacité depuis des années, depuis au moins 15 ans, se traduit inéluctablement par un modèle étiré, ce qui génère des tensions sur certains systèmes, ce qu'on appelle des réductions temporaires de capacité, pour être pudique, et qui amène en fait une désynchronisation technologique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un char comme le Leclerc ou bientôt un missile moyenne portée de très grande qualité, et des camions dont les châssis datent des années 60. Voilà. Donc on a dans cette armée, parce que le modèle d'armée étant complet, pour se renouveler complètement, on arrive à avoir des familles maintenant qui tiennent 40 ans. 40 ans, ça veut dire que certains équipements sont complètement dépassés aujourd'hui, voire même difficiles à tenir par l'industriel, et ça touche même des véhicules blindés, puisque si Scorpion arrive, il va remplacer des véhicules qui ont 30 ans d'âge et qui auront, en 2030, quand ils seront remplacés, 40 ans d'âge. Donc il y a forcément des retards technologiques dans l'affaire. Deuxième considération qu'on peut donner, c'est le fait que nous nous adaptons au conflit. Depuis 1991, la guerre du Golfe, on est en conflit, l'armée française est engagée, la Bosnie, etc., l'Afghanistan récemment et aujourd'hui la BSS, en permanence depuis 1991. Donc cette armée a connu des conflits, ces armées ont connu des conflits qui, au début, étaient des conflits relativement, je dirais, de basse intensité, où l'ennemi, c'est pas empêché des pertes, hein, mais depuis l'Afghanistan, nous combattons des ennemis très durs. Il ne faut pas tomber prisonnier de ces ennemis-là, c'est très clair. Ce qui veut dire qu'on a développé une adaptation réactive qui nous a permis de nous adapter. Mais même cette adaptation réactive rencontre une tension. Il n'y a pas de budget dédié à cette adaptation réactive. Il n'y a pas d'homme dédié à ça. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une adaptation réactive, on arrête quelque chose pour faire ça. Ce qui fait que ce que je ressens personnellement, et bien sûr je m'inscris en faux avec ça, mais c'est une réalité, on a tendance à dire les urgences opérationnelles pour les tas d'opérations qui sont indispensables pour le soldat, eh ben, sont vécues comme des contraintes, ce qui n'est pas très bien. Donc, donc on en fait, mais pas trop, ça doit rester exceptionnel, alors que ça ne peut pas être exceptionnel dès lors qu'on confronte un ennemi qui lui, surfe sur toute la technologie. On a un ennemi maintenant, Daesh, qui est capable de faire des agrégats de capacité. Il est capable d'avoir un drone qui survole une ville, un véhicule avec un homme à bord bourré d'explosifs et blindé qui va être guidé par ce drone pour aller taper en convoi. Ça, j'ai vu. Donc on a un ennemi qui sait agréger des capacités, un ennemi qui sait manœuvrer aujourd'hui. Et on peut même dire, pour pousser le raisonnement, que dans certains cas, on est en asymétrie inversée. Si vous considérez l'ennemi qui est en BSS, il utilise la 3G, 4G. Nous, on utilise des radios VHF, UHF, très classiques. Donc on est parfois dans une asymétrie inversée. C'est lui qui a la technologie, c'est nous qui ne l'avons pas.
Et c'est à prendre en considération. Donc, vous voyez, ça met en perspective aussi ce recul technologique. On peut penser qu'effectivement, il y a des domaines où on est plutôt en réaction. Et ce qu'on attend beaucoup de l'innovation, du Defense Lab de la DGA et du Battle Lab Terre qu'on met à l'armée de terre, c'est de disposer des ressources humaines, ce que nous appelons de nos voeux, et on interpelle bien sûr le gouvernement sur le sujet, avoir des budgets, et c'est bien ce que veut le gouvernement. Quand il dit « je passe à 1 milliard le budget de prospective », il y a l'innovation dedans. Et donc pouvoir, avec ces hommes, ces femmes, qui eux sont disponibles et un peu en avance de phase, ne pas réagir, mais anticiper. C'est ce que moi j'appelle l'anticipation proactive, qui doit prendre le pas sur l'adaptation active, qui sera toujours là. Mais si on peut anticiper, moi, personnellement, aucune urgence opérationnelle que nous avons lancée ne m'a surpris depuis 2008. C'est-à-dire qu'on aurait pu, si on les avait lancés tout de suite, les avoir. Mais quand vous êtes dans une armée qui n'est pas engagée en Irak, et c'est heureux pour nous, dans les années 2003-2007, et quand les armées britanniques et américaines qui découvrent les IED, parce que c'est là qu'on découvre les IED, et qui, eux, commencent à s'équiper lourdement, et que vous voulez faire en sorte que ça fasse, vous faites des fiches, mais vous heurtez à un budget qui est sous tension. Donc il y a déjà tellement de choses à faire qu'on ne va pas forcément s'adapter en avance de phase. Vous voyez, parce qu'il y a tellement de retard à combler qu'on ne va pas dire, on ne va pas penser en plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on compense aujourd'hui, parce que l'ennemi devient extrêmement préoccupant. D'abord, il y a l'ennemi qui devient un ennemi hybride, qui a des moyens de commandement, des moyens de coercition qui vont faire mal, qui vont nous faire mal. Les prochaines années seront très difficiles pour les conflits, je pense, et la résurgence d'un ennemi étatique. Je ne veux pas en nommer parce qu'il n'y a pas de raison d'en nommer, mais on voit très bien que ça peut être un État failli, ça peut être n'importe quoi. Et là, vous vous retrouvez avec des moyens beaucoup plus importants face à vous. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, j'en finirai là, pour le retard technologique, pas impossible sur certains points. Justement, Jean-François Ripoche, est-ce que la France a abandonné certains secteurs faute de moyens, et donc faute de moyens, pas de technologie? Alors, je pense, comme l'a dit le général Baudouin, la difficulté, c'est de maintenir un équilibre entre le long terme et le court terme. Parce que, évidemment, on ne peut pas délaisser les soldats sur le terrain. Et en même temps, quand on parle de génération, une génération d'une voiture, j'ai en tête ces 7 ans, un ordinateur, bon, je vais dire certainement une bêtise, 18 mois, quelque chose comme ça, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 40 ans. Bon, voilà. Donc il faut toujours pouvoir préparer la nouvelle génération, mais c'est pas tout le temps sur les mêmes échelles de temps, il faut pouvoir garder cet équilibre. Alors la chance qu'on a eue, je pense, c'est quand on positive. Non, il n'y a pas de retard parce que on a réussi à ne pas avoir à choisir. Malgré la tension budgétaire, on a toujours investi en matière de recherche et technologie de défense dans l'ensemble des domaines. On n'a pas investi à la manière de ce que permet le budget des États-Unis, en râteau, de manière empirique, en tripliquant et ainsi de suite, pour tout tester, et puis on verra bien ce qui reste derrière le tamis. On a pris des risques. On essaye d'être en veille active là où le civil est leader. C'est un peu tarte à la crème de dire que le civil a dépassé le militaire dans l'investissement technologique, mais je pense que même pour le DoD, entre Amazon Web Services et Google, les budgets d'investissement en R&D sont supérieurs à ceux du DoD aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de lutter, il vaut mieux faire comme dans la logistique le dernier kilomètre. Pour autant, un téléphone, il va peut-être pas marcher dans les conditions, même dans certains endroits. Donc il faut quand même toujours avoir des radios militaires. Donc on essaye de faire ça. Alors je dirais, la situation elle est acceptable. On a pris des risques. Jusqu'ici, je pense qu'on n'a pas été trop pris en défaut. On regrette qu'on n'a pas pu assumer une politique de démonstrateur, parce que c'est ce qui coûte le plus cher finalement quand on a moins d'argent. Donc on aurait voulu faire plus de démonstrateurs. Ils permettent de mieux montrer les apports potentiels de la technologie aux opérationnels. Ils permettent de faire de l'exploration technologique aussi sur des choses qui sont peut-être où le besoin est peut-être un peu plus diffus, un peu moins mûr. Bon, après... on a quand même une LPM qui va bientôt être votée, sur la période 2019-2025, qui fait passer l'effort des études amont, c'est l'instrument le plus classique, d'environ 730 millions d'euros par an à 1 milliard d'euros par an, donc c'est plus 30%, c'est significatif, c'est plus que l'augmentation du budget de la défense en ratio, donc on ne peut pas se plaindre.
Maintenant, l'enjeu pour nous est de bien utiliser cet argent en progressant là où on était le moins bon. Donc il y a capté en cycle court l'innovation issue du marché civil, et en particulier dans les domaines du numérique. Et là où on était peut-être un peu restrictif aujourd'hui, ou par le passé, c'est on ne va pas seulement préparer les systèmes d'armes futurs, on doit aussi capter l'innovation pour les soutiens et de manière générale. Je pense que l'intelligence artificielle qui a été évoquée à la table ronde précédente ou le big data vont apporter beaucoup pour la logistique, pour le maintien en coopération opérationnelle. Et quand on connaît l'enjeu de disponibilité des matériels sur le théâtre, on sait que si on investit là-dedans aussi de la technologie, de la nouvelle technologie, ça sera bienvenu. Donc l'objectif du ministère, c'est de devenir de plus en plus ouvert et connecté à l'écosystème d'innovation civile. On voudra toujours maintenir l'investissement dans la maturation des technologies spécifiques au domaine de la défense. Notre argent, c'est quand même pour investir dans les technologies qu'on ne trouve pas directement pour répondre à nos applications. Et ça reste vrai. Un des fondateurs du Strategic Capability Office, William Roper, il disait on ne fait pas un sous-marin nucléaire lanceur d'engins dans un garage de la Silicon Valley. Moi, ça m'a marqué. Ça reste vrai. Par contre, si le sous-marin nucléaire lanceur d'engins n'est pas capable d'intégrer les technologies de la Silicon Valley, là, on s'est trompé. Donc, il faudra vraiment continuer à faire ça. Et puis on voit il y a un certain nombre de technologies de rupture, donc on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais les armes à énergie dirigée, malgré tout, Emmanuel Kiva disait que c'était la deuxième offset stratégie. Bon, c'était pour les budgets d'investissement, mais pour la maturité technologique, il y a encore beaucoup à faire, et le mettre sur le théâtre, c'est un vrai domaine. On peut citer l'hypervélocité. La furtivité, ça va rester un domaine d'intervention. Et tout ce qui est numérique, connectivité, cybersécurité, cyberdéfense, ça va rester aussi très important. Et je pense que là, on est assez en phase avec le général Baudouin. C'est ce qu'on cherche dans la DGA et dans le ministère en général, c'est une culture de l'innovation. Au sens de, il n'y a pas de bonne idée ou de mauvaise idée, on peut tester, on peut expérimenter. Il ne faut pas s'acharner sur les mauvaises idées, qui sont peut-être juste des mauvaises idées aujourd'hui, mais des bonnes idées dans 5 ans, et ainsi de suite, et avoir un écosystème vivant. Merci, monsieur Ripoche. Thierry Michel, la France sait-elle prendre encore des risques pour gagner le combat de l'innovation? Monsieur Ripoche a en partie répondu, mais quel est l'avis de monsieur Michel et de l'ONERA? D'abord, moi, je voudrais revenir un peu au thème de la table ronde, parce qu'on dit a-t-on un retard technologique en France en matière de défense? Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette question, c'est celle qui a prévalu à la création de l'ONERA en 1948. La réponse était clairement oui, on est en retard, et la réponse avait été il faut créer effectivement des établissements de recherche, mais également un ensemble industriel qui soit adapté. Et bon, avec le recul, on peut considérer que l'exercice a été plutôt réussi et a conduit à un certain nombre de leaders qui conduisent effectivement à ce qu'on soit dans une situation à ne pas subir de façon trop forte un retard technologique. Alors clairement, dans ce positionnement-là, l'ONERA, nous on s'est toujours positionné plutôt dans l'innovation scientifique et technique. Clairement, dans l'innovation avec de la durée, avec des efforts de long terme, avec des investissements scientifiques et techniques importants. Et on continue clairement à le faire. Pour autant, moi je suis sensible à ce qui a été dit à la fois par le général Baudouin et par Jean-François Ripoche. En particulier, on parle d'un certain nombre d'innovations et de possibilités effectivement de raccourcir le cycle, d'aller plus vite. Alors c'est quelque chose qu'on connaît à l'ONERA, parce qu'en fait on a une gamme de développement extrêmement variable, et c'est sûr que quand on développe des systèmes optroniques, on peut avoir des cycles de développement qui sont de 2 ans. Quand on s'occupe d'une chambre de combustion d'un superstato, on est plutôt dans la 20aine d'années, donc c'est sûr que les deux restent nécessaires. On a beaucoup parlé d'innovation d'usage. Alors l'innovation d'usage, c'est sûr qu'il faut la promouvoir. On voit bien, le général Baudouin l'indiquait, que nos adversaires en font clairement l'utilisation. Il ne faut pas perdre de vue, et là je plaide peut-être pour ma paroisse, que derrière l'innovation d'usage, il y a la mise en commun de technologies qui unitairement sont le fruit d'un investissement scientifique et technique de durée. Toutes les applications qu'on peut voir sur un téléphone, c'est quand même la possibilité d'avoir ensemble du GPS, des télécoms, des puces électroniques, c'est pas mon voisin qui me contredira, et que tout ça concourt effectivement à une innovation. Mais sans les investissements de long terme, on n'aurait quand même pas eu cette capacité d'innovation d'usage. On parle également de rupture. Les ruptures technologiques, on aimerait les prévoir, comme on dit. L'expérience prouve que c'est pas forcément toujours facile. Nous, on a quand même une activité
qui, sans être de la rupture, y président. Typiquement, je peux prendre un exemple, c'est dans les activités les plus classiques de l'ONERA, c'est difficile de faire mieux, c'est des activités dans le domaine de la CFD, de la mécanique des fluides, le métier historique de l'ONERA, ce qui permet quand même d'envisager des ruptures dans des configurations d'aéronefs, qu'ils soient civils ou militaires. C'est des outils de CFD de plus en plus précis, de plus en plus rapides, et ça, c'est un développement continu, c'est pas une rupture, c'est un développement continu, mais qui doit être fait. Alors enfin, si je reviens à la question, est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est en retard? Alors moi j'aurais tendance à dire pas encore, mais il faut quand même être vigilant. Et si je devais donner quels sont les risques finalement par rapport à un décrochage, pour moi ils sont de deux natures. Un, vous l'avez, je pense déjà dit, c'est l'aversion au risque. Globalement, dans les projets, on a de plus en plus de mal à faire passer des projets dont on n'est pas sûr ab initio qu'ils vont fonctionner. Et moi, j'aurais quand même un critère d'évaluation des projets de recherche, c'est le nombre de projets qui se plantent, parce que si on réussit tout ce qu'on décide de faire, c'est qu'on n'a pas été forcément suffisamment ambitieux dans les niveaux qu'on recherche. L'autre peut-être sujet de préoccupation, c'est effectivement les efforts qui sont consacrés à de la R&T un peu de long terme, parce que casser des équipes de R&T, c'est très rapide. Les reconstruire une compétence, ça prend plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et les succès réels qu'on constate actuellement, quand on regarde bien sur quelle base, ou sur quel fondement ils se sont construits, c'est souvent des actions et des actions de recherche qui remontent à une bonne dizaine d'années. Et donc si on décide je dirais de baisser la garde sur ces activités-là au profit d'une action de vraiment court terme, parce qu'il faut répondre effectivement à des enjeux de court terme, je crois qu'on court un risque dont on verra malheureusement les conséquences un peu trop tard. Merci Monsieur Michel. Alors, on va positiver avec Stéphane Cordova. Dans votre métier des microprocesseurs, vous êtes un peu la star maintenant. Est-ce que donc la France ne nourrit plus aucun complexe dans ce domaine-là? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est notre challenge de tous les jours chez Calray, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos concurrents, c'est les Américains et les Chinois. Donc aujourd'hui, Calray, pour resituer qui nous sommes, on développe et commercialise des processeurs de nouvelle génération, dits processeurs intelligents, qui sont là pour équiper des systèmes futurs, des systèmes intelligents qui ont besoin de plus en plus de puissance de calcul, qui ont besoin de traiter On des peut données. dire microprocesseur? Oui, bien sûr, microprocesseur, oui. Et ça, c'est vrai que ces aspects applications intelligentes, on en peut parler sur la table ronde d'avant avec l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça, la cybersécurité. Il y a énormément de nouvelles technologies qui nécessitent des processeurs de nouvelle génération. C'est vrai que jusqu'à présent, on peut dire que les Américains étaient vraiment les leaders dans ce monde-là. Les Chinois ont massivement investi ces dernières années, mais malgré tout, on est finalement une des réalités européennes et françaises, dans le sens où aujourd'hui on peut dire qu'il y a une technologie de microprocesseur en France qui est très performante et qui rivalise avec les plus gros du reste du monde. Et c'est aussi, je pense, pour ça que Def Invest a investi, et un des premiers investissements de Def Invest, c'était pour Calray. C'était le premier d'ailleurs. C'était le premier, oui, c'est ça, oui, exact. Le premier, c'est parce que il y avait aussi la volonté de pouvoir garder et investir dans cette nouvelle technologie qui est une base des technologies de défense du numérique. Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu. Alors, c'est sûr que notre marché principal, c'est le civil. On travaille beaucoup sur les voitures autonomes, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, et on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, ce qui se passe dans le civil est aussi réutilisé dans la défense. Il y a des choses qui sont inventées par la défense et réutilisées dans le civil. Donc ces mondes-là ont des frontières de plus en plus minces. Et puis nous, d'un point de vue technologique, d'adresser ces deux mondes, c'est un peu pareil. D'un point de vue d'un processeur numérique, c'est un peu la même chose. Donc c'est vrai que là-dessus, nous, notre intérêt, c'est d'arriver à monter des solutions et à pouvoir rivaliser avec les géants qui nous entourent, quoi. Merci Monsieur Cordova. On va revenir au général Baudouin face à des ennemis qu'il ne faut jamais sous-estimer, notamment dans les conflits au Sahel. Ils savent fabriquer des drones, des mines artisanales, dans des conflits asymétriques. L'armée française a-t-elle, non pas une guerre de retard, mais est-ce qu'elle a une guerre technologique de retard? Comment peut-elle y répondre? Vous l'avez déjà un peu évoqué. Et
est-ce que c'est principalement avec des innovations d'usage? D'abord, on n'apprend jamais autant qu'à la guerre. Ça, il suffit de voir l'état de l'armée française en entrée en 14 et l'armée française qui est sortie en 18, comme on est au centenaire de la victoire du 18, pour s'apercevoir qu'en 4 ans, elle a changé tout. Les armées alliées et allemandes en 39 et celles en 45 n'ont aucun rapport. Donc aujourd'hui, on peut clairement dire que l'armée française engagée dans les conflits déjà du Kosovo, de Bosnie-Kosovo, avait déjà évolué, mais elle a très sensiblement évolué depuis l'Afghanistan, confrontant un ennemi qui la pousse à se dépasser et à réinventer ses tactiques. On n'a jamais été aussi bon dans le combat de nuit, dans des manœuvres complexes qu'en Afghanistan. La manœuvre Harmattan qui a vu face à la Libye engager un hélicoptère Tigre et Gazelle de nuit, un décollage d'un bâtiment de la marine au large des côtes, toutes les actions se faire de nuit, rejoindre le bâtiment de nuit, attaquer de nuit, là aussi c'est une action combinée, c'est le fait de peu de nations. Le Mali qui a vu des parachutages massifs, des opérations très audacieuses, c'est aussi chercher en Europe une armée capable de parachuter des troupes, des engins de génie qui pèsent 8 tonnes, on ne trouverait pas. Vous trouverez que l'armée française. Donc cette armée française s'est adaptée en permanence, elle est redoutable et redoutée, et il faut le dire, parce qu'on a toujours tendance à s'autocritiquer, mais on est extrêmement apprécié par les alliés et craint par les ennemis. Et on a su s'adapter en permanence. Je voulais être provocant tout à l'heure en vous disant que ces urgences opérationnelles souvent étaient freinées, ce qui reste vrai, mais néanmoins nous avons réussi à développer des capacités sur lesquelles je ne peux pas trop m'étendre, mais qui maintenant permettent de déceler l'ennemi avec ce qui le fait se dévoiler, se rayonner. La guerre électronique tactique, on est même rentré déjà de plein pied dans les cyber-effets. On rentre dans les cyber-effets. Donc parce que la guerre le veut, et parce que la guerre l'amène naturellement, parce que la réaction à une menace fait qu'on développe des capacités qui auraient mis des années à être développées en temps de paix, parce qu'on a dû réunir le besoin, le budget, la volonté. Là, la volonté, là. Donc nous avons une armée de terre, mais je pense une marine et une aviation, qui sont de premier rang aujourd'hui en Europe et dans le monde. Les Américains ne s'y trompent pas. Nous sommes un partenaire privilégié des États-Unis aujourd'hui. Et qui sait faire des choses remarquables. Donc cet ennemi nous pousse à dépasser et on fait face. Simplement, il faut ne pas jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. L'ennemi, et ça aussi c'est un lieu commun de le dire, la guerre mute en permanence. Et l'ennemi nous observe. Dès qu'il voit qu'on met des brouilleurs sur nos véhicules, il va utiliser des mines à plateau qui sont des pièges simplement tout bêtes, où le brouillard ne sert à rien. Dès que vous enlevez les brouilleurs, il va revenir à la mine télécommandée, etc. Il nous observe en permanence, il s'adapte en permanence. Et utilise la technologie civile. Et le général Klotz me disait tout à l'heure, il avait totalement raison. Là aussi, il faut y penser. Nous, on retrouve les technologies civiles face à nous, quoi. Les drones inoffensifs qui viennent qui lancent des grenades qui sont un peu plus gros, les essaims de drones, parce que dans le civil ça viendra, c'est ludique, etc. Les gamins qui jouent dans les bois avec leurs drones qui sont hyper forts à ça. L'Internet, c'était une époque, le portable aujourd'hui. Demain, nous appelons tous de nos voeux, moi-même d'ailleurs, je l'appelle nos voeux pour véhicules blindés, et nos futurs véhicules blindés auront cette capacité à être robotisés, c'est-à-dire l'homme débarque et le véhicule tue sans lui parce que peut-être que devant c'est dangereux et qu'il vaut mieux faire sauter un véhicule sans homme qu'un véhicule avec homme. Nous aurons, comme le disait Gérald Klotz, devant nous des véhicules IED qu'on a aujourd'hui pilotés par des hommes, commandés par des hommes, qui seront demain sans hommes. C'est une évidence totale. Donc la technologie occidentale ou mondiale, parce qu'elle est plus occidentale et mondiale, se retournera systématiquement contre nous. Hein, voilà. Et ça, c'est très difficile. Lutter contre des drones aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Là aussi, nous sommes dans une guerre où Jean-François Poche a très bien dit, il va falloir choisir, on ne peut pas tout faire. Garantir aujourd'hui, je vais vous frapper les esprits pour ceux à qui j'aurais pas dit déjà, mais nous avons perdu la supériorité aérienne basse couche, les armées occidentales qui, il y a encore 2 ans, nous attaquions en toute impunité. On se fichait de nos dispositifs révélés par le haut parce que de toute façon l'ennemi ne voyait pas d'en haut. Aujourd'hui, l'ennemi, avec des petits drones, non seulement on décèle nos manœuvres et donc nous voit avant qu'on les attaque,
mais en plus il nous localise et on se prend un tir mortier, parce qu'en plus il tire très bien au mortier, sur la figure sans savoir d'où ça vient. Voilà. Donc il faut anticiper en permanence. Donc, et nous attendons beaucoup de ce Battle Lab et cette capacité DGA armée industrielle, parce qu'on va travailler à 3, extrêmement serré, d'ailleurs le plus large possible, pour pouvoir déceler ce qui vient et l'anticiper. C'est ce que me disait Gérald Kloss, comme c'est lui qui m'a formé, il me disait bon, il va falloir que tu t'occupes de ça, du véhicule, comment lutter contre le véhicule IED qui sera robotisé. Merci Général. Jean-François Ripoche, vous l'avez évoqué, mais on parle beaucoup d'innovation actuellement, mais quand on analyse la LPM, la remontée en puissance du budget PEA, puisque c'est l'indicateur le plus fiable pour marquer l'innovation, la remontée en puissance arrive plutôt en fin de la LPM, 1 milliard, je crois, en 2022, c'est ça ? Dans un monde qui évolue vite et où les ruptures technologiques sont indispensables, est-ce qu'il n'y a pas un double discours? Est-ce qu'on n'arrive pas en retard? D'abord, on ne va pas se plaindre d'une augmentation du budget, certes. Même si on aurait toujours pu souhaiter qu'elle arrive plus tôt. Non, je pense que ça permet d'engager les actions. Certaines sont de long terme, mais c'est aussi les plus chères ou les plus ambitieuses. Si on veut faire un démonstrateur de missile hypersonique, ça va prendre plusieurs années. Et d'ailleurs, est-ce que c'est très grave si ça arrive dans plusieurs années? Dans l'appréciation du risque. De ne rien faire, ça serait très grave. Est-ce qu'on est à l'année près? Je ne sais pas. Ensuite, je pense que ce que permettent les technologies du numérique en particulier, ou l'innovation plus d'usage, finalement, ça coûte pas très cher. Et une partie de l'augmentation du budget à court terme, parce que le budget augmente quand même dès le budget 2019, doit aussi tout de suite irriguer des mécanismes plus de preuves de concept numérique, d'application, de maquettage sur base de technologies civiles, et donc qui auront des effets plus rapides. Après, je pense que ça a été un message porté par nos autorités politiques. On attend de notre base industrielle aussi qu'elle participe à l'effort, au sens où on a tous à gagner. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à la façon dont on interroge nos industriels, peut-être pas trop spécifié. En retour, on attend de payer de leur ingénieur et pas de l'heure de management ou de la marge pour risque. Et c'est un enjeu où on devrait être gagnant-gagnant. Il faut qu'on arrive à le mettre en œuvre vraiment dans les faits pour le bénéfice de tout le monde. Je suis pas inquiet. Je pense que c'est une prise de conscience collective. On est d'accord sur le constat avec nos amis industriels là-dessus. Et après, il faut passer à la réalité. Et puis. De la même manière, en parallèle, même si ça va venir peut-être à pleine puissance un peu tard, il y a quand même une dimension européenne à cette question. Et on voit qu'on maintenant on a des budgets européens. La première chose, s'il n'y a pas une solution technologique en France, si déjà on a une solution technologique en Europe, on est probablement pas loin d'être bien. C'est peut-être pas le monde parfait, ça chacun en jugera, mais en tout cas on est bien, on ne dépend pas du contrôle ITAR des États-Unis, d'une technologie chinoise que demain on va peut-être avoir en concurrent, ou d'une technologie russe qui sera peut-être du côté des ennemis demain. Donc je dirais on fait avec, et vraiment encore une fois l'enjeu c'est de faire le mieux collectivement, armée, DGA et industriel, et pas que les acteurs traditionnels. Il y a aussi un gros message de tout le monde est bienvenu pour aider la communauté de défense demain. Merci. Thierry Michel, l'ONERA est par définition un organisme duel. Qu'apporte aujourd'hui le civil à la défense et réciproquement? Y a-t-il une inversion du paradigme? La recherche militaire est-elle à la remorque des innovations civiles? Ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. C'est votre analyse ou il faut nuancer? Effectivement, l'ONERA, de tout temps, ça a été un organisme dual. Et on s'occupe de recherche aéronautique et spatiale, et quel que soit le domaine d'application. Et d'ailleurs, dans l'organisation même de nos équipes, on ne fait pas de différence entre les gens qui travaillent sur des sujets civils et les gens qui travaillent sur des sujets défense. Et c'est certainement une des forces de l'ONERA de pouvoir, de ce point de vue-là, avoir à la fois la vision des avancées qui se font dans le domaine civil et d'en faire bénéficier éventuellement dans le domaine défense. Alors après, moi ce que je vois, c'est plutôt des allers-retours, des fertilisations croisées. J'ai un exemple que j'aime bien prendre.
monde, c'est celui par exemple de l'optique adaptative qu'on a beaucoup développé à l'ONERA. Initialement, c'est un besoin défense qui remonte à l'époque de l'initiative de la guerre des étoiles, où on s'était posé la question des lasers de haute puissance. Ça, finalement, cette problématique-là est un peu tombée. On est allé sur de l'astronomie, sur l'observation. On a fait les systèmes d'optique adaptative des grands télescopes du Chili. Ça marche parfaitement. On revient maintenant vers des télécoms optiques, avec des applications défense, et on revient certainement, si on reboucle complètement la boucle, vers des applications laser de puissance, où là encore l'optique adaptative est utile. Donc je dirais le développement de cette technique, elle n'aurait pas pu se faire sans des apports et des interactions à la fois civiles et de défense. Donc je pense que les deux ont un intérêt. L'intérêt, peut-être, la comparaison qui est intéressante dans le domaine civil, c'est qu'on est certainement, depuis des années, par ce biais-là, totalement impliqué dans des coopérations européennes. Donc ça, c'est certainement un point, si on veut ouvrir effectivement la recherche dans le domaine défense au niveau européen, cette expertise-là, cette habitude de collaborer avec nos partenaires au niveau européen et également au niveau mondial, puisqu'on a des actions avec la NASA et d'autres, certainement quelque chose d'utile. Même si j'y mets peut-être un petit bémol, c'est que moi je constate que dans les projets européens très consensuels avec des consortiums très larges, les sujets finissent par être peut-être pas forcément les plus stratégiques parmi les acteurs qui sont mis dans le cadre de ces coopérations. Donc il faudra effectivement qu'il y ait une confiance suffisante pour que ces sujets en coopération soient mis sur des sujets vraiment d'intérêt. Merci Monsieur Michel. Monsieur Cordova, vous avez signalé effectivement que votre principale activité était dans le civil, mais est-ce que c'est important que le ministère des Armées investisse dans Calray? Et vous avez des actionnaires prestigieux comme Safran, MBDA. Qu'est-ce que vous apportez à ces sociétés-là? Ce qui rend Calray unique, c'est sa technologie. Sa technologie qui répond à des besoins de la défense ou de nos clients dans le civil. Et je pense qu'un des rôles de DefInvest, c'est de protéger cette technologie-là pour qu'elle ne parte pas à l'étranger, entre autres, parce que des sociétés comme la nôtre, il y en a eu des centaines françaises qui se sont fait racheter par les Américains ou les Chinois. Donc c'est un moyen de protéger la technologie et c'est le cœur de l'innovation. Pour revenir à ce que disait M. Ripoche tout à l'heure, aujourd'hui je pense que d'avoir investi dans Calray, c'est d'avoir protégé la technologie. Cette technologie, c'est 10 ans de travail, des brevets qui viennent du CEA, donc c'est vraiment un investissement de longue date qui s'est fait avant que Calray existe. Donc c'est là où je pense que c'est le mouvement qui s'est initié il y a plusieurs années sur vraiment essayer d'investir sur l'innovation très en amont. C'est un mouvement qui continue à se concrétiser et qui a créé des sociétés comme la nôtre. Donc nous, on est vraiment très contents et on continue. Et quand on a eu MBDA et Safran qui sont rentrés à notre capital l'année dernière, c'est sûr que ça a démontré ce mouvement-là. Et ces gens-là, je ne peux pas vous dire bien sûr ce qu'on fait pour eux, mais ces gens-là s'intéressent à notre technologie et nous aident à la faire évoluer pour qu'elle le serve mieux aussi. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on leur apporte quelque chose et ils nous apportent aussi beaucoup de choses. Monsieur Cordova, Calray, est-ce que la société Calray permet justement de s'émanciper des questions ITAR en créant une filière de microprocesseurs en France et en Europe? Ah oui, clairement. Les processeurs de Calray sont ITAR free, comme on dit. Et donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ça permettra de ne plus avoir la menace des composants américains dans les armes ou les avions français. Ça, c'est une certitude, oui. Je pense que, malgré tout, les Américains sont nos alliés, mais ils sont aussi nos ennemis d'un point de vue commercial. Et on le sait bien au niveau de la défense. Oui, on l'a vu, oui. Donc, avoir des technologies qui sont françaises ou européennes pour éviter de rentrer dans une guerre commerciale, parce que c'est plus une guerre commerciale qu'on peut avoir avec eux, c'est toujours un avantage stratégique pour la France, c'est une certitude. Oui. Merci Monsieur Cordova. Général Baudouin, les grands programmes qui vont être livrés à l'armée de terre, notamment dans le cadre du programme Scorpion, vont permettre certainement à l'armée de terre de rester compétitive.
de quoi avez-vous besoin en plus de Scorpion pour justement affiner cette compétitivité? D'abord revenir sur un point, parce que je n'ai pas posé votre question sur l'utilisation des innovations d'usage pour les armées. Bien évidemment, il faut être opportuniste. Je reviens là. Le mot opportuniste est important. Le réseau 4G LTE, c'est un réseau très intéressant. On en trouve sur les théâtres d'opération. Il faut, quand ça peut passer, et qu'on est sûr qu'il n'y a pas en face des moyens de repérage ou de brouillage, parce qu'on sait aussi l'utiliser, d'opportunité. Donc il faut avoir cette capacité d'une armée sur un théâtre à utiliser en plasticité tout ce qu'elle peut utiliser. Il y a encore quelques temps, on n'imaginait pas que nos soldats à Sentinelle sont équipés de radios smartphones 4G aujourd'hui, cryptées, de défense, et qui permettent d'utiliser toute la technologie civile au profit des militaires. C'est le fameux programme Auxilium. Auxilium, qui permet à un soldat d'être en permanence à la seconde près, positionné par ses chefs. Il peut envoyer des chats, des photos, et comprenez bien tout l'intérêt que ça a pour des soldats qui surveillent, qui nous protègent contre les terroristes, de disposer du dernier cri de technologie pour pouvoir être mobile, être alerté, aller se retrouver quand on vient de province et qu'on vient à Paris, parce que ceux-là viennent de province et viennent de Paris, pour rejoindre un point dans Paris difficile. Même un Parisien peut se tromper, mais un provincial, c'est sûr, il se trompera. Donc avec le mapping que permet ça, permet d'être immédiatement sur les zones où il faut être. Et donc ça, c'est un exemple typique. Maintenant, pour Scorpion, je vous l'ai dit, une armée modèle complet, et qui doit rester, la ministre le veut, le président le veut, un modèle d'armée complet, donc toutes ces composantes, cavaliers, fantassins, génie, transmetteurs, logisticiens, avec chacun leur propre métier, doit avoir tous les outils militaires. Et ces outils ne se relèvent pas d'un seul coup. Donc Scorpion, le collègue l'a déjà dit, est incrémental, et nous lançons là, avec la DGA, de façon tout à fait innovante, parce que Jean-François Despoches a abordé le sujet, 3 nouveaux programmes, que sont le programme de successeur de véhicules blindés légers de reconnaissance, un engin principal du génie qui doit aménager le terrain, et la robotique. Et bien nous les lançons, je dirais, de façon innovante, c'est-à-dire en nous retenant de figer le besoin, en s'interdisant de penser le véhicule de façon finalisée. Là déjà, de la même, elle ira jusqu'à un niveau de spécification, et on interroge l'industriel. Et lui nous répondra avec ce qu'il sait faire, l'état de l'art, des fois mieux que ce qu'on sait penser, des fois de façon plus raisonnable. Le but, c'est de gagner des années. Voilà. Donc on a plusieurs programmes qui arrivent derrière, on a plein de choses à faire, énormément de choses. La menace missile aujourd'hui est une menace sur le terrain qui est extrêmement répandue, avec les pillages des dépôts libyens, irakiens et syriens. Je peux vous dire que aujourd'hui, il y a de quoi faire, sans compter les trafics d'armes, il y a de quoi avoir des sueurs froides quand on voit ce qu'il y a face à nous. La protection antimissile blindée, et de celle des blindés américains, de celle des blindés, la plupart peut-être, sauf les Israéliens qui sont confrontés à des menaces, ils ont payé très cher en 2006, ils ont eu 40 Merkava détruits, donc ils ont investi lourdement. C'est toujours le prix du sang qui fait que là, on engage. Eh bien, il y a des questions, il y a plein de sujets, et Scorpion, par son aspect, je dirais, d'un programme qui va grandir naturellement et penser en commun, va éviter d'avoir des capacités qui seraient redondantes, ce qui est stupide, parce que la redondance, c'est du coût, des capacités complémentaires, mais sur tout le spectre. On a vraiment une armée de terre full spectrum. Et Scorpion, in fine, c'est toute l'armée de terre. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux, aujourd'hui, ce qui est un peu loin dans la LPM, et même la LPM prochaine, c'est le Scorpion de nos logisticiens. On a des vieux camions. Or, une armée moderne, c'est une armée qui a une logistique effroyablement importante. Hein. Nos soldats, ils ont besoin il y a des convois entiers de bouteilles d'eau dans le désert. Hein. Quand vous combattez à 60 degrés, je peux vous dire qu'il y a des avions qui ont les soutes chargées de bouteilles d'eau. Donc on voit bien que cette logistique doit être à la hauteur de la pointe de Tungsten. D'autant plus que, vous le savez, enfin il faut le répéter, il n'y a plus de front. Il n'y a plus de combat à front continu. L'ennemi est partout. D'ailleurs, il va viser nos convois logistiques. Nos tués sont souvent des convois logistiques. Et ils ont besoin du meilleur. Donc voilà. C'est la volonté, mais chaque chose en son temps. On est très heureux de cette LPM parce qu'elle nous permet de réparer des capacités qui est bien abîmée, notre artillerie qui est insuffisante, mais elle permet aussi de voir. Mais on ne peut pas tout faire en LPM. Gérald Natal disait pour l'armée de l'air il y a quelque temps, on ne répare pas 20 ans où on a été un peu
des LPM qui ont des fois passé le coup près, on ne répare pas ça en ULPM. L'ambition des armées, c'est 2030. La LPM 2,5, c'est un point de passage important, mais non suffisant en tant que tel. Seulement la moitié des véhicules Scorpion commandés en 2014 ont été livrés en 2025. Sans compter les nouveaux véhicules, plus simplement la moitié de la cible. Donc on voit bien que c'est un point de passage, c'est pas une finalité, c'est 2030 l'horizon. Merci Général. Jean-François Ripoche, on imagine bien que la France prépare la guerre de demain et d'après-demain. Quelles sont les technologies clés que la France doit conserver? C'est le laser, l'intelligence artificielle, la robotique, le combat collaboratif. C'est quoi les technologies clés que la France doit absolument conserver, peut-être en termes de souveraineté et peut-être aussi en termes de coopération? Je pense que ce qui a été bien dit à la fois dans la table ronde précédente et la table ronde aujourd'hui, c'est l'armée française, elle a fait le choix d'être connectée. Alors le choix où elle s'est rendue à l'évidence qu'il fallait être connecté, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement sauf avoir des armées pléthoriques, mais on n'a pas la population de certains pays asiatiques. Donc tout ce qui permet que cette connexion se fasse bien avec les bons débits, sécurisés au juste nécessaire, ça c'est indispensable de savoir le faire et de le maîtriser, parce que c'est l'intégrité de la donnée. Quand vous allez dire qu'il faut aller à telle position, il faut être sûr que c'est bien là qu'on va. Donc je pense que tout ce qui est autour de la communication et de la cybersécurité, il faut évidemment le maîtriser. Ça restera des points importants. Avec toujours, ce que j'aurais peut-être dû dire en début, on veut toujours couvrir tout le domaine, encore une fois, avec des prises de risques assumées. J'ai cité les armes à énergie dirigée. Je pense que vraiment on voit que c'est redevenu après une mode quelque part, et puis l'ONERA en a parlé. On voit bien que les briques sont là et donc c'est faisable. Donc cette logique de démonstrateur doit nous permettre de voir ce qu'on peut faire en armes à énergie dirigée, et on pense surtout au laser en général, mais enfin il y a aussi d'autres longueurs d'onde qui peuvent faire des choses très intéressantes. Donc c'est pas juste, c'est dans tout le spectre électromagnétique, pas juste dans le laser qu'on pense. Et quand même pour établir une forme de symétrie, l'avantage de l'arme à énergie dirigée, c'est il faut aussi, un des constats des Américains, c'est aussi il faut pouvoir durer, il faut pouvoir consommer. Et consommer un tir laser, c'est pas consommer des munitions, c'est pas consommer un système. Il y a ce côté répétition qui est important, je pense, dans les conflits futurs. Voilà ce que je pourrais citer. Après, on souhaite toujours pouvoir continuer à faire des sous-marins. Je cite souvent les sous-marins. Souder un sous-marin, c'est des aciers spéciaux, c'est des compétences de soudeurs spéciaux, c'est des produits de soudage, enfin tout un tas de choses. Donc il faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il faut continuer à bien faire ce qu'on fait bien aujourd'hui. Donc et bien savoir où sont les fragilités, où sont les technologies clés. Et puis dans le numérique, les filières de processeurs, de matériaux, je pense que tout ce qu'on peut mutualiser, il y a eu quand même quelques succès européens, tout ce qu'on peut mutualiser au niveau européen pour s'assurer qu'on a des filières en Europe, avec une partie en France, on l'espère quand même, il y a un écosystème tout à fait performant, ça sera bien. On voit bien que l'enjeu d'avoir des fonderies en Europe avec des capitaux européens, ça va devenir des enjeux stratégiques. Je pense que ça dépasse la défense, c'est de la stratégie pour l'Europe. Merci. Une dernière question pour Thierry Michel avant de passer la balle à la salle. Comment fait-on pour rester à la pointe de l'innovation avec des moyens très limités à l'ONERA? J'imagine en pensant des accords de coopération avec des organismes comme... Je sais bien que M. Ripoche en passant des accords avec des organismes internationaux comme la NASA, la JAXA ou avec la Russie pour justement élargir sa palette. Comment on fait justement pour gagner, pour continuer à faire votre métier de l'innovation? D'abord, effectivement, on compte quand même sur notre chère tutelle pour continuer à nous soutenir, elle le fait. Par ailleurs, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires, avec l'industrie. On a beaucoup de contrats industriels qui sont aussi des moyens d'obtenir des fonds pour des choses intéressantes et dont on est à peu près certain qu'elles sont en lien avec les intérêts futurs de l'industrie, ce qui est quand même pas inutile de se raccrocher à ce marché.
Par ailleurs, sur les coopérations dont vous parliez, les coopérations internationales en particulier, nos alter ego mondiaux que vous pouviez citer, que ce soit la NASA, que ce soit le TSAGI, que ce soit la JAXA, ils sont quand même plus sur une thématique civile, ils sont assez peu sur les thématiques défense. Il n'empêche que ce sont des entités avec lesquelles on collabore beaucoup. D'une part parce que c'est un bon benchmark de notre capacité à savoir sur quel sujet on est effectivement bien placé, parce que les établissements de recherche ont cette capacité à chercher à collaborer systématiquement avec ceux qui sont meilleurs qu'eux. Donc forcément, il y en a un qui se fait avoir à la fin, mais le principe, c'est quand même d'essayer de collaborer avec meilleurs que soi. Donc quand on arrive à avoir des accords bilatéraux uniques avec la NASA sur la discrétion acoustique des aéronefs, on se dit qu'on ne doit pas être trop mal placé. Quand le JPL fait appel à nous pour les micro-accéléromètres de ces missions spatiales, on se dit on a certainement des technos qui ne sont pas trop mal placés. Après, effectivement, ces collaborations, comme je le disais, elles sont, il faut qu'on les choisisse à bon escient sur des sujets où effectivement ces partenaires vont nous apporter quelque chose. Et je le redis, dans le domaine aéronautique et spatial qui est le nôtre, les collaborations actuelles, elles sont quand même beaucoup plus dans le domaine civil. On commence à avoir des choses parce qu'il va y avoir, en particulier via les initiatives européennes, il commence à y avoir des projets d'études et on est sur un certain nombre à finalité défense. On y est effectivement. Nos partenaires traditionnels ne sont pas forcément aussi présents qu'on l'est déjà ou qu'on souhaiterait qu'ils le soient, en particulier que ce soit en Allemagne ou qui est notre partenaire habituel. Il n'y a pas encore un positionnement défense totalement affirmé du DLR typiquement. On a l'impression finalement que l'ONERA est plus connu et reconnu à l'étranger qu'en France. On pourrait dire, on n'est pas forcément prophète en son pays. En fait, on est connu à l'ONERA, à l'étranger, par nos homologues. Alors effectivement, on n'a pas d'homologue en France. Donc effectivement, quelqu'un de la NASA, il connaît l'ONERA. Quelqu'un du TSAGI ou de la JAXA, il connaît l'ONERA. Je pense que faut pas se leurrer. Le fait qu'on soit peut-être pas très connu du grand public ne doit pas masquer que la connaissance de l'ONERA dans le domaine aéronautique, spatial et de défense et l'ensemble de notre industrie. Et en particulier, je pense que le GIFA, ces dernières années, a vraiment poussé pour que l'ONERA retrouve le meilleur niveau. C'est la preuve qu'on est quand même connu de ceux qui ont vraiment intérêt à nous connaître. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'innovation, sur la technologie dans la défense? Oui, Monsieur Pincemain. Quand on connaît la capacité des Américains à imposer des normes, GPS, Galileo, etc., comment on peut demain garder une forme de souveraineté face à ce pouvoir normalisateur, indépendamment des capacités technologiques? Et je pense notamment à tous ces systèmes qui sont clés pour l'avenir, qui permettent de coordonner les systèmes d'armes sur le champ de bataille, un fantassin avec un véhicule, avec des moyens maritimes, sous-marins, des hélicoptères, des AWACS, des chasseurs. On a nos propres systèmes, mais demain, comme on intervient dans des alliances, qui va gagner cette guerre des normes? Pour ma partie militaire, ce que je peux vous dire déjà, c'est intéressant la notion de normes parce que justement, nous sommes en train de nous placer dans des normes que nous voulons définir nous-mêmes. Je prends le cas de notre nouveau véhicule blindé Jaguar. On a un canon de 40 mm qui n'est pas une norme américaine. Ça peut rebondir aussi sur le fait que le normatif américain touche beaucoup nos alliés de l'OTAN, y compris les grands pays Allemagne et Royaume-Uni. Et regardez bien ce que font les armées françaises et ce que fait l'armée de terre. Vous trouvez une armée qui a une place tout à fait particulière dans ce qu'elle choisit de faire. Donc cette volonté d'autonomie française qui irrite parfois les camarades américains est une vraie volonté. Alors je ne rentre pas dans le domaine technique où mes camarades vont plus rentrer, mais nous on se démarque. Là où vous avez une course au lourd, au blindé, à l'armement, nos blindés actuellement nous sont 15 à 18 tonnes de moins que les blindés alliés et plus puissants en puissance de feu. Voilà, c'est un choix, c'est aussi le fait que, pour rebondir sur la technologie, et ça c'est un message que je vais faire passer, la technologie peut être un piège. Pourquoi le programme Scorpion a réussi et le programme Future Combat System américain, le FCS, a échoué? Parce que les Américains sont des normes techniques sur leurs blindés, sur leurs équipements beaucoup trop hautes qu'ils n'ont pas pu atteindre. Ils ont échoué parce qu'ils ont donné un objectif beaucoup trop loin. Regardez un Jaguar, un Griffon et un Leclerc Rénové, ils ne sont pas, si vous prenez un par un, ils ne sont pas si je dirais, disruptifs que ça. Ce sont les choix qui sont disruptifs.
Et derrière ces choix aussi, je voudrais rebondir sur la notion la technologie n'est pas tout. Il peut y avoir des continuités technologiques et des ruptures capacitaires parce qu'il y a une pensée doctrinale différente. Voilà. Et nous sommes dans une armée qui a choisi, alors l'histoire nous donnera raison ou tort, mais une armée qui a résolument choisi de se positionner sur ce qu'elle sait faire, sur ses centres d'intérêt stratégique. C'est une revue stratégique qui a précédé la LPM, c'est pas pour rien non plus, c'est pour redonner les axes de direction, les axes de direction qui vont des axes à la fois, je dirais, militaires, mais à la fois technologiques, pour positionner tout ça. La matrice de la LPM, c'est quand même la revue stratégique. Et clairement, elle positionne la France comme un acteur mondial de premier rang, qui se veut, et le président Macron a parlé d'une première armée européenne, c'est l'objectif aussi. Et donc, il faut capable de développer quelque chose qui fera que là où d'autres ont pu échouer, et parfois les Américains ont échoué sur certains domaines, ils ont réussi sur d'autres, ben nous, on est en passe de réussir, et ça étonne un peu. Jean-François Ripoche. Ouais, je pense que on souhaite, les Américains, comme on l'a dit, sont nos alliés, on souhaite toujours être interopérable avec eux, ça n'a pas changé. Ce qu'on voit dans leur attitude, c'est que il y a une tendance à vouloir imposer l'interopérabilité par l'intégration. C'est acheter du matériel américain, vous serez interopérable. On a quand même quelques chances. Et dans l'écueil, je vais faire écho à ce qu'a dit le général Baudouin, le tout technologique qui conduit un peu à la surspécialisation et à des systèmes très chers. C'est-à-dire qu'il n'y a guère que les Américains qui peuvent se payer le F-22 aujourd'hui. L'avion super spécialisé pour la défense aérienne. Bon bah voilà, américain. Donc notre approche qui est un peu plus polyvalente, un peu moins parfaite, elle a ses vertus. D'abord c'est moins cher malgré tout, même si c'est des budgets importants. Deux, on est un peu moins verrouillé technologiquement, donc nous on va être capable de proposer une liaison de données à nos alliés ou une forme d'onde. On le promeut en européen sur Essor. Qui va être portable sur le poste radio d'un Polonais ou d'un Finlandais. Ils vont pas être obligés d'acheter un poste radio américain. Et ça a quand même attractif. Et on voit qu'on peut faire du combat connecté comme ça. Si vous voulez faire du combat connecté aéro demain, vous faut acheter le F-35 si vous voulez être interopérable par le F-35. Ça, c'est leur première approche. Après, le principe de réalité est que les Américains, ils ont aussi des F-18, des F-16, et ainsi comme ça, et que la flotte du Pacifique, il faut qu'elle parle avec la flotte de l'Atlantique parfois. Ils ont aussi des problèmes d'interopérabilité et de génération technologique différentes. Donc, ils sont quand même quelque part raisonnables si on a des bons arguments, et ça passe par la technologie, parce que on sait mettre des puces GPS qui marchent dans nos systèmes, parce qu'on sait aussi dire à nos amis américains quand elles ne marchent pas. Donc, comprendre ce qui se passe, c'est important. Thierry Michel. Je voulais peut-être faire un parallèle avec ce qu'on vit dans le domaine civil, en particulier dans le domaine peut-être plus de la normalisation ou de la certification. On a effectivement aussi un allié américain qui est très actif dans les groupes de travail. Je pense que la réponse par rapport à ça, c'est une action qu'on mène d'ailleurs avec la DGAC, c'est-à-dire d'avoir des actions de fond sur les différentes thématiques. Enfin, il y a des évolutions de l'assertif dans le domaine du givrage, dans le domaine du feu, etc. C'est amener aussi des éléments techniques, être dans ces échanges et peser sur les règles qui peuvent s'appliquer. On a d'ailleurs un très beau dossier qui va s'ouvrir devant nous dans quelques temps. C'est l'arrivée éventuelle de nouveaux avions supersoniques, où il y a effectivement un débat dans le domaine des normes, et en particulier en termes de bruit, qui va faire un débat assez important entre l'Europe et les États-Unis sur le sujet. Monsieur. Bonjour. Ça fonctionne? On m'entend? Ça fonctionne, on vous entend. Merci. Bonjour, Olivier Dobels, Cluster Polaire. Ma question, en fait, j'ai beaucoup pensé à la table ronde sur le SCAF ce matin en vous écoutant. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et notamment sur cette question d'interopérabilité et de coopération. Et de coopération industrielle de défense au sein de l'Union européenne. On sait qu'on a des modèles qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, ou en tout cas qui ont des avantages et des inconvénients différents les uns des autres. Néanmoins, comment on fait aujourd'hui, effectivement, dans un contexte où on a malgré tout une forte pression américaine sur la norme et sur l'interopérabilité en passant par leur matériel, et dans un contexte, par exemple, où c'est ce qui a été dit, c'est que si, par exemple, l'état-major allemand choisit le F-35 au détriment, là maintenant, pour remplacer leur Tornado, le projet d'avion franco-allemand, de système de combat franco-allemand tombe à l'eau, mais ça veut dire aussi qu'on se retrouve seul en France à développer un matériel
une technologie indépendante ou avec quelques alliances et qu'on est très minoritaire et que du coup on risque d'avoir des problèmes d'interopérabilité. Comment on gère ce risque au sein de la DGA, au sein du ministère des Armées ou au sein de l'ONERA? Pour la partie militaire, je dirais, il faut être réaliste aussi. C'est pour compenser ce que j'ai pu dire. D'abord, on continue à acheter des systèmes américains. On ne peut pas tous payer. Donc, pour pouvoir développer quelques endroits stratégiques pour nous, on achètera de l'étagère. Et souvent américaine, parce que c'est de la très bonne qualité aussi. Il y a des niches américaines où c'est pas la peine d'aller développer. Par exemple, on n'a pas sur nous, on a des roquettes américaines sur nos lanceurs de lance-roquettes unitaires. On n'a pas de système e-roquette en France. On a des missiliers, on a ceux qui font des canons, mais la roquette complète, je ne parle pas d'un moteur, d'une roquette complète, on n'a pas. Donc quand on n'a pas, on va chercher. Ça évite de dépenser et de créer quelque chose qui n'est pas forcément compétitif et qui gaspille l'argent qu'on peut placer sur les domaines stratégiques que choisit la DGA. Deuxièmement, n'oublions pas une chose, c'est que les Américains, principe de pragmatisme, ils ont besoin de coalition. On y a ce qu'on veut, mais durablement sur les guerres qui seront, je dirais, décidées par l'ONU, parce que nous, on passe par l'ONU, ils trouveront les Français, mais ils ne trouveront pas toujours les autres. Il faudra bien... Et les Américains ont besoin de coalition. Logiquement, ils ont besoin de justifier leur action par coalition. Donc là aussi, on n'est pas tenu de... Ils devront venir vers nous. Et on travaille les passerelles, de toute façon. On est en passerelle interopérabilité à tous les niveaux d'interopérabilité. Maintenant, ils savent très bien que s'ils font leur propre système, ils sont très chers. À la fin, il n'y a qu'eux qui l'achèteront, une toute petite coalition. Voilà. Donc on a notre part à jouer, mais on est un partenaire sûr à long terme avec les Américains. Jean-François Héripoche. C'est évident que tout le monde regarde l'Allemagne parce qu'avec la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne, aujourd'hui, plus de 85% de l'investissement en R&D de défense est fait par 3 pays, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans l'UE. Donc si vous avez un du top 3 qui sort, vous avez quand même une vraie question. Alors l'Union européenne, la Commission saisit l'opportunité et se place en disant je vais monter sur le podium, en disant je vais mettre des budgets comparables. Enfin, vous avez quand même la défense et la responsabilité des nations, donc vous avez quand même un acteur majeur qui sort. Donc tout le monde regarde les 2 acteurs majeurs qui restent avec des budgets significatifs, et si eux ne donnent pas l'exemple d'une forme d'autonomie, c'est sûr que ça va pas très bien se passer. Ensuite, je pense l'enjeu européen, et y compris avec ces budgets de la Commission, l'enjeu est de montrer à tous les pays qui n'ont pas forcément une base industrielle dans la défense très développée qu'il y a des opportunités. Nous, la seule chose qu'on ne veut pas, c'est la duplication. Il y a des nouveaux domaines dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, je ne sais pas, dans les matériaux, où peut-être que les Tchèques, les Polonais ou les Espagnols ont des capacités qui n'existent pas aujourd'hui. On est tout à fait prêt à avoir des partenariats avec ces pays-là. Par contre, si on dit qu'il faut faire un chantier naval de plus ou construire, quand vous voyez à Eurosatory la pléthore de fabricants de blindés qu'il y a déjà en Europe, c'est pas la peine d'investir de l'argent de l'Europe dans ces technologies existantes. Je dis pas que dans le blindé il n'y a rien à faire, mais dans l'existant, on veut pas favoriser la duplication. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la réussite de l'implication de l'Europe, c'est favoriser l'émergence de nouvelles technologies et peut-être une meilleure répartition européenne qui feront que certains pays seront plus intéressés aux questions de défense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a cette logique de retour industriel, de retour des budgets. Est-ce que si finalement j'ai cotisé tant au budget de l'Union, est-ce que j'envoie les retours chez moi ? Merci beaucoup, merci à vous 4. Vous pouvez applaudir chaleureusement les interventions.